Dans notre société actuelle, on entend de plus en plus parler de la santé mentale. Cependant, certains troubles sont plus connus que d'autres. Voilà pourquoi dans cette capsule vidéo, nous essaierons de dégager les nuages qui flottent sur la compréhension des troubles psychosomatiques. La vidéo sera divisée en 4 parties, soit l'introduction des risques des maladies, une introduction générale aux maladies, ainsi que les traitements généraux, suivis d'une conclusion à la vidéo. Pour l'hypocondrie, les principaux critères du DSM-5 sont les suivants. Il y a une préoccupation concernant le fait d'avoir ou de développer une maladie grave. Souvent, les symptômes somatiques sont absents ou s'ils sont présents et qu'il y a une maladie, la préoccupation est vraiment excessive ou disproportionnée face à cette maladie-là. Il existe un degré important d'anxiété concernant sa santé. Elle s'inquiète facilement. La personne présente des comportements excessifs par rapport à sa santé ou un évitement inadapté. Il faut que ça soit présent depuis au moins 6 mois, même si la nature de la maladie peut avoir changé durant cette période-là. La préoccupation relative aux maladies n'est pas mieux expliquée par un autre trouble, évidemment. Puis finalement, il y a 2 types d'hypocondrie. Le type qui demande des soins, donc qui utilise vraiment fréquemment les soins médicaux. Puis le type qui évite les soins, au contraire, qui utilise vraiment jamais les soins médicaux par peur, justement. Dans le fond, la détresse de la personne atteinte d'hypocondrie n'est pas vraiment liée au mal physique lui-même, mais surtout à l'anxiété qui concerne la signification ou la cause de cette plainte-là. S'il y a une raison médicale, soit elle va être mineure ou la réaction face à celle-ci va être excessive face à ce que c'est. Ils vont présenter beaucoup d'anxiété face à leur santé. Ça va pas être nécessairement spécifique. Le mal peut changer de place, montrant que c'est pas vraiment les symptômes qui sont incommodants, mais plutôt la peur. Donc, ils vont soit consulter beaucoup les médecins ou les hôpitaux ou complètement les éviter. Ils vont porter une grande attention sur leurs symptômes, ils vont s'informer sur des informations qui concernent la santé, puis souvent s'imaginer le pire. Il y a des caractéristiques en faveur du diagnostic, donc un déséquilibre de la sérotonine, des relations difficiles avec les médecins ou des antécédents de maladies graves ou mal diagnostiquées. Ça va être souvent appris par observation, par les proches, les médias, etc. Jusqu'à 7% de la population est atteinte d'hypocondrie. Parmi ce pourcentage-là de personnes atteintes, le tiers vont voir une évolution de leur maladie. Il y a plusieurs facteurs de risque qui sont liés avec l'hypocondrie. Donc, on peut apprendre par observation, que ce soit par les proches, si on a quelqu'un qu'on connaît qui est malade, les médias, les ouvrages médicaux. Sinon, on peut avoir des antécédents de maladies graves ou qui sont mal diagnostiqués, ce qui va créer un stress. On peut avoir des relations difficiles avec les médecins. Sinon, on peut avoir un déséquilibre de la sérotonine. Donc, ça peut être aussi lié comme avec un événement traumatisant de la vie d'une personne ou ça peut être lié aussi à de l'abus dans l'enfance. Le trouble factice est divisé en 2 branches. Donc, premièrement, on a le trouble factice qui est pour soi-même, qui est caractérisé par la falsification des signes ou des symptômes physiques et psychologiques d'une maladie. Donc, ça peut être sous plusieurs formes, donc se donner des blessures par soi-même, ou la création, ou se forcer à avoir des symptômes de certaines maladies. L'individu se présente comme malade, invalide ou blessé, donc il va jamais être bien, et le comportement doit être évident, donc ça doit clairement être un mensonge, même s'il n'y a pas de bénéfice à mentir. Donc, généralement, les comportements sont juste pour avoir de l'attention, sont surtout pour avoir de l'attention. Et un des exemples de ce que les gens atteints de la maladie pourraient faire, ça serait consommer des substances avant un test comme de l'insuline ou de la warfarine pour avoir des tests abnormaux qui seront généralement pas trouvés dans des personnes saines, ou ajouter du sang aux urines pour provoquer une maladie. Ensuite, il y a le trouble factice qui est imposé aux autres. Donc, c'est la falsification, c'est la même chose, donc la falsification de signes ou symptômes physiques et psychologiques, mais chez une autre personne. La personne va faire passer l'autre personne comme une personne malade ou blessée. Donc, généralement, ça va être un enfant ou un proche de la famille. Et le comportement est encore évident. On ne sait pas exactement il y a combien de personnes qui ont le trouble factice, probablement à cause du fait qu'ils mentent sur leurs symptômes. Mais on estime qu'environ 1% des personnes répondent aux critères du trouble factice. Le début du trouble factice se fait généralement au début
de l'âge adulte, souvent après une hospitalisation, soit d'une personne ou de soi-même. Maintenant, pour une introduction aux troubles psychosomatiques de conversion, on va commencer avec les principaux critères du DSM-5. Donc, il y a un ou plusieurs symptômes d'altération de la motricité volontaire ou des fonctions sensorielles. Il y a des données cliniques qui démontrent que l'incompatibilité entre les symptômes et une affection neurologique ou médicale reconnue. Les symptômes ou les handicaps ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental ou trouble médical. Le symptôme ou l'handicap entraîne une détresse ou une altération clinique significative dans le domaine du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants ou nécessite une évaluation médicale. On doit aussi spécifier le type de symptômes. Donc, ça peut être avec faiblesse ou paralysie, avec mouvements anormaux, avec des symptômes de déglutition, avec des troubles de l'élocution, avec des attaques ou des crises d'épilepsie, des crises épileptiformes, avec anesthésie ou perte sensorielle, avec symptômes sensoriels spécifiques, par exemple des perturbations visuelles, olfactives ou auditives, et avec symptômes associés. Donc, ces différents types de symptômes. On peut spécifier si c'est aigu ou persistant. Donc, si c'est aigu, les symptômes sont présents depuis moins de 6 mois, et si c'est persistant, c'est plus que 6 mois. Spécifier si c'est avec ou sans facteur de stress psychologique. Donc, avec un facteur de stress psychologique, il faut spécifier le facteur de stress, et sans facteur de stress, c'est sans facteur. Ensuite, les principaux symptômes. Alors, il doit y avoir un ou plusieurs symptômes de type varié. Ça peut être des symptômes moteurs tels que la paralysie, la parésie, les mouvements anormaux comme des tremblements ou des mouvements dystoniques, des anomalies de la marche et des anomalies posturales des membres. Des symptômes sensoriels comme des sensations cutanées, visuelles ou auditives altérées, réduites ou absentes. Et des épisodes de tremblements généralisés anormaux des membres qui s'accompagnent apparemment d'altération ou de perte de la conscience et qui peuvent ressembler à des crises d'épilepsie. Des épisodes d'inconscience ressemblant à des syncopes ou au coma qui peuvent être présents. La réduction de volume ou une absence de la parole, donc la dysphonie ou de la phonie. Des troubles de l'articulation, donc une dysarthrie. Une sensation de boule dans la gorge, un globus, et de la diplopie. Pour le diagnostic, faut que les symptômes ne soient pas explicables par une maladie neurologique, mais ça ne doit pas être seulement fait par des explorations normales ou seulement parce que les symptômes sont bizarres. Donc, ça doit se baser sur des données cliniques qui peuvent prouver l'incompatibilité avec une maladie neurologique. Par exemple, une inconsistance de données, c'est un exemple d'incompatibilité. Ce trouble a une prévalence de 5% des patients en neurologie et le pronostic démontre que le trouble peut survenir tout au long de la vie, mais il y a un meilleur pronostic chez les enfants. Il y a vraiment juste deux moyens de soigner l'hypocondrie, soit les médicaments ou la thérapie. La thérapie est indispensable pour réussir à soigner la maladie, mais les médicaments sont une option et ne sont pas toujours recommandés. Dans le cas du trouble factice, il n'y a, pas de traitement efficace encore. Ça peut être soulagé, mais il n'y a pas de solution pour l'effacer complètement. Pour le trouble de conversion, ça va vraiment être de la psychothérapie ou, dans certains cas, l'hypnose. Il y a plusieurs facteurs de risque aux troubles psychosomatiques. On peut apprendre par observation durant l'enfance. Par exemple, quelqu'un qui va observer un malade qu'il connaît, qui est proche de lui. Ça va être plus fréquent chez les personnes qui ont un style d'attachement anxieux. Puis ça va être aussi plus fréquent chez les femmes qui proviennent de familles dysfonctionnelles ou ayant de moins bonnes conditions socio-économiques. Comment les gens qui sont susceptibles de développer des troubles psychosomatiques peuvent faire de la prévention ou augmenter leur résilience face à ces troubles? Premièrement, améliorer certaines capacités comme la résolution de problèmes, les compétences sociales,
La gestion du temps et du stress peuvent vraiment aider à améliorer les symptômes. Essentiellement, apprendre à maîtriser ses angoisses est essentiel pour prévenir puis aider à contrer le trouble puis le combattre. L'individu doit adapter ses attitudes face à la santé, accepter le traitement puis apprendre à ajuster leur vie avec ces troubles. Pour les personnes proches des personnes souffrant de troubles mentaux, il y a l'AQPMM, Ligne Parents, le regroupement des associations PANDA du Québec, le réseau Avant de craquer et le réseau d'entendeurs de voix du Québec. Pour plus de détails sur ces services, vous pouvez visiter le site officiel du gouvernement du Québec au québec.ca/santé, conseil-et-prévention, santé-mentale. Il n'y a pas de ressources en tant que telles pour les troubles psychosomatiques. Il n'y a pas de ressources qui sont destinées seulement pour les personnes souffrant de troubles psychosomatiques. Pour les références seront dans la description de la vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.